Tout le plaisir est pour moi de vous savoir encore nombreux devant vos petits écrans pour suivre une fois encore votre émission préférée, Actu 7 sur 7. Alors, messieurs et dames, bonsoir et bienvenue sur la chaîne de l'Espérance, la télévision E47. L'aventure continue encore ce dimanche et comme vous le savez, nous avons toujours un invité en studio avec qui nous débattons de l'actualité de la semaine. Et quelles sont les actualités de la semaine? Nous avons d'abord, nous allons parler du mouvement des sentinelles de la République. Ensuite, le dialogue inter-togolais, ce dialogue avec la reprise des manifestations de rue de la part de l'opposition, les crises dans le secteur de l'éducation et de la santé, et enfin le phénomène des Gaïman, qui a fait déferler la chronique depuis quelque temps dans notre pays et dans le pays voisin, le Bénin. Donc, en studio avec moi, j'ai Monsieur Germain Sossou. Monsieur Sossou, bonsoir. Bonsoir, chers concitoyens. Bonsoir à vos téléspectateurs. Et merci de l'invitation. Ah, c'est nous qui vous remercions. Donc, ma première question, d'abord, les Togolais ou bien les téléspectateurs de Thierry Delomé se demandent qui est Germain Sossou. Germain Sossou, mais je sais que je l'ai déjà une fois reçu sur ce plateau, mais ça fait un bail. Mais qui est vraiment Germain Sossou? Merci. D'abord, je vous félicite pour votre engagement, pour les efforts que vous faites pour former et informer nos concitoyens. Je souhaite que votre effort s'étende au-delà de Thierry et de Lomé, comme vous l'avez dit, parce que nos compatriotes de l'intérieur également ont besoin véritablement de suivre et de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Bon, Germain Sossou, c'est un citoyen tout simplement, un citoyen togolais, comme vous et moi. Germain Sossou a eu la chance et le plaisir de diriger une association de la société civile qu'on a appelée le Mouvement Génération Togo. C'est dans ce cadre que vous nous avez réussi. Et maintenant, Germain Sossou est un citoyen qui voudrait davantage s'investir dans l'engagement et donc il s'est engagé en politique. Il est actuellement membre d'une formation que nous appelons le Togo autrement. Il en est le secrétaire national chargé des relations publiques. Il est également membre fondateur du mouvement Les Sentinelles de la République. Germain Sossou est un citoyen qui souhaite qu'il y ait l'alternance dans notre pays et souhaite que la nouvelle génération prenne les rênes du Togo. Vous venez de le dire, nous avons connu en tant que membre de la société civile et président du mouvement Génération Togo. Pourquoi ce changement de casquette de la société civile à un parti politique? Oui, et le mouvement Génération Togo est porteur d'une idéologie que nous avons appelée la marche républicaine et qui est toujours d'actualité. Qui voudrait tout simplement, qui souhaite que une nouvelle classe politique voit le jour dans notre pays. Mais pour ce faire, il faut donc se servir de notre passé politique récent. Mais pour y arriver, il faut aller à l'école à minima. Il faut après avoir une vie associative remplie. Puis après, il faut avoir les béabas de la vie politique. Et il faudra ensuite s'engager en politique. Une fois engagé, il faudra avoir une option claire. Et puis commencer l'expérimentation politique à la base, avec les locales qui vont venir, et puis ensuite aller à la députation, faire l'expérience gouvernementale, et puis plus tard avoir donc cette chance d'être à la magistrature suprême. Et donc il ne faut pas tout simplement le proclamer, il faut tenter d'être l'exemple. Donc nous avions servi dans la société civile, nous nous sommes engagés en politique, et nous souhaitons dans la mesure du possible concrétiser cette idéologie. Voilà pourquoi nous sommes maintenant en politique et nous souhaitons véritablement être des pionniers à l'engagement de la jeunesse en politique pour renouveler cette classe politique dans le sens d'aider la lutte qui est en cours et de la consolider, de faire en sorte que la tendance soit de mise dans notre pays. Qu'est devenu le mouvement Génération Togo? Le mouvement Génération Togo est toujours en activité, donc conformément à nos statuts. Mais je rappelle que c'est une plateforme citoyenne. Voilà, qui regroupe tous les courants d'idées. Voilà, et donc au mouvement Génération Togo, vous avez de tous ces jeunes qui soient de l'UNIR, de l'ANC et tout ça là. L'essentiel pour nous, c'est d'apprendre et de s'engager davantage en politique. Donc, le mouvement existe et est dirigé, après que je sois parti, il est dirigé par d'autres concitoyens
Et donc, ils continuent par. Ils ont même actuellement une activité qu'ils en rendront publique très prochainement. Relative aux élections locales, ils souhaitent, je crois, avoir 25% des jeunes filles aux prochaines élections locales. Dès que le moment sera là, ils viendront à vous. Et je crois que sinon le mouvement existe, il est dirigé par un groupe de jeunes. Mais nous sommes partis, nous sommes devenus présidents d'honneur et membres, donc au besoin, on nous consulte, on nous invite pour la suite des activités. Aujourd'hui, vous avez quitté le mouvement Génération Togo pour un parti politique, le Togo Autrement de Fulbert Sassou Atisso. Pourquoi le choix de ce parti? Oui, vous savez, je l'ai dit tantôt, nous ne voulons plus que les gens s'engagent en politique de façon fortuite. Et nous sommes partis d'un constat au mouvement Génération Togo, nous souhaitons corriger ce que nous avons appelé la tare. Et donc nous avons pensé que beaucoup de nos concitoyens sont arrivés en politique par accident. Et donc, pour y arriver, il faut, comme je l'ai dit, avoir les BABA politiques. Il faut donc choisir à la suite de la formation le parti politique dont les valeurs font corps avec les vôtres. Répondre à vos aspirations. Donc, le Togo Autrement, vous savez, comme je l'ai déjà décrit tout à l'heure, le Togo Autrement souhaite effectivement renouveler la classe politique dans la mesure du possible. Et la démarche du parti politique Le Togo Autrement coïncide avec l'idéologie du mouvement Génération Togo. Donc la marche républicaine, comme je venais de décrire. Mais au-delà, le parti politique Le Togo Autrement a une idéologie sociale qui nous intéresse. Je crois que la prochaine fois que vous nous inviterez pour parler du parti politique Le Togo Autrement, nous allons décrire. Non, nous y sommes. Vous pouvez aujourd'hui, je me demande, qu'est-ce que ce parti a très fondamentalement de... Bon, qu'est-ce que ce parti a de plus particulier par rapport aux autres? Parce que nous en avons au moins 113 aujourd'hui. Même vous pouvez quitter le mouvement Génération Togo pour créer votre propre parti ou bien ériger le mouvement Togo, Génération Togo en parti politique. Oui, non, vous avez parfaitement raison. Vous savez, nous souhaitons véritablement renouveler la classe politique, mais nous souhaitons, dans la mesure du possible, être meilleurs que ce que nous avons toujours critiqué. La politique, vous savez, ce n'est pas, c'est pas donné, surtout dans notre pays. Et nous sommes allés au parti politique autrement avec M. Fulbert Atisso, parce qu'en politique aussi, c'est également la réalité de notre pays. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, au-delà de l'idéologie, être dans une formation politique sans qu'on ne vous donne véritablement la latitude de dérouler ce que vous avez. Et donc, M. Fulbert Atisso et les collaborateurs qui sont dans ce parti, nous avions entre-temps travaillé dans le cadre de l'appel des patriotes, où en son temps nous avons souhaité que les partis politiques de l'opposition se mettent en ce qui est fait aujourd'hui avec la faction des 14. Vous voyez, l'histoire elle-même, elle est tournante comme ça, on nous retrouve donc. Et nous avons beaucoup travaillé ensemble et sur un certain nombre de visions par rapport à ce qu'il va devenir le Togo de demain. Nous sommes en phase. Et pour pouvoir travailler et dérouler son idéologie, et je vous apprends en passant que je ne suis pas devenu le secrétaire national chargé des relations publiques comme ça. Donc je suis arrivé, comme je l'ai dit. Il y a un congrès, où vous avez été élu en tant que... Voilà, le congrès lui-même, nous allons faire le congrès après les événements que nous aurons. Donc il n'y a pas encore eu de congrès? Oui, non, il y a eu le congrès avant mon arrivée, mais les statuts prévoient, lorsque vous avez des membres, parce que le parti lui-même est à la recherche des personnes qui peuvent véritablement constituer, mettre en exergue leur idéologie. C'est comme ça que nous avions eu vent, c'est comme ça que nous sommes allés. Donc le poste était vacant. Voilà. Et donc dès que je suis arrivé, c'est une rencontre du staff qui a été faite. Et c'est à l'unanimité. Et au besoin, et pour cause, je suis arrivé, j'étais porteur d'un projet de comment le parti allait s'implanter sur le territoire national, comment il allait procéder pour engager des nouveaux, et comment il faudra donc dérouler, comment faire en sorte pour que nous puissions avoir des élus depuis les locales jusqu'à la députation. Donc, ce projet a été étudié. Et bon, vous savez, au parti, on pense que lorsque vous êtes porteur d'un projet, il est de bon ton que vous soyez celui-là qui... Et donc, à l'unanimité, on a accepté on a voté pour que je devienne le secrétaire national chargé des relations publiques. Donc, nous ferons le congrès, et par rapport au congrès, il y a des postes beaucoup plus aussi qui sont, et j'espère que d'ici là, par rapport au travail que nous sommes en train de mettre,
nous allons postuler pour d'autres postes également, pour également permettre à ces jeunes qui sont avec nous d'occuper d'autres postes. Donc voilà comme ça. Mais donc, pour me résumer, nous avons aujourd'hui, nous en reviendrons, disons, nous avons un problème qu'il faut résoudre dans notre pays, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Donc nous avons mis en veilleuse ce qui devait être ce pourquoi nous sommes arrivés au parti, le Togo autrement. Dès que notre lutte au niveau de la coalition 14 aura pris fin, vous verrez véritablement au niveau de Togo autrement le programme que nous avons, ce que nous voudrons, comment nous souhaitons que la politique se fasse dans notre pays désormais avec les jeunes. Avec les jeunes, vous êtes retrouvés dans un mouvement politique que vous dénommez les Sentinelles de la République. Vous êtes issus d'autres partis politiques. Donc, qu'est-ce que c'est que les Sentinelles de la République? Oui, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, tel que je vous ai expliqué, notre souci, c'est de faire en sorte que beaucoup de jeunes qui aujourd'hui souhaitent s'engager, mais qui sont limités par plein de choses qui s'expliquent, notamment la peur de l'engagement, notamment la possibilité de voir leurs rêves se réaliser, soit en créant des partis politiques, soit en militant, et quand on leur donne la possibilité véritablement d'être... Alors nous avons pensé que ces idées que nous avons, seules, de façon disparate, nous ne pouvons pas véritablement influer. Donc dès que nous sommes rentrés en politique, et ces autres responsables des Sentinelles, nous avions œuvré dans le temps, dans le cadre des associations de la société civile, que ce soit Gérard Koumé lui-même, que ce soit Nyagnon lui-même, nous avions travaillé avant de nous retrouver en politique. Nous avons pensé qu'il était important, à partir du moment où nous sommes entrés en politique avec des visions qui convergeaient, il était important de nous mettre ensemble pour non seulement booster la lutte aujourd'hui qui est donc portée par nos aînés, apporter notre contribution, mais également faire en sorte que le leadership de la jeunesse dans son ensemble puisse véritablement être une réalité. Donc faire en sorte que demain, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens puissent véritablement s'engager davantage dans les formations politiques, s'illustrer et prendre progressivement donc des responsabilités depuis la base jusqu'au sommet. Donc, nous avons donc cet objectif-là, mais nous sommes dit également que dans notre pays, au-delà des difficultés, il est souvent rare de voir par exemple les jeunes des partis politiques de l'opposition se mettre d'accord avec par exemple ceux du parti au pouvoir. Quoique nous combattons le parti au pouvoir, que nous souhaitons que le parti au pouvoir ait la démocratie, c'est une guerre d'idées. Voilà. Mais nous souhaitons, parce que notre parti politique également a été tellement... elle n'a pas présenté une autre image que celle tout le temps du combat véritablement diamétralement opposé. Est-ce que c'est possible avec la nouvelle génération, tout en étant convaincu que le parti unique doit aller à la retraite politique? Parce que personnellement, moi j'ai compris mes amis, vous verrez avec les sentinelles, nous sommes convaincus que le parti unique doit aller à la retraite politique. Mais au-delà de cette vision, est-ce qu'il y a travailler très tôt avec les jeunes des partis politiques d'autres partis politiques de l'opposition, mais également de unir pour faire en sorte que demain au sommet, sur des questions d'intérêt général, nous puissions nous accorder. Et très tôt, il faut commencer. Donc voilà un peu ce que c'est que les sentinelles de la rue. Mais au-delà, nous nous sommes rendus compte également qu'il y a des actions que nous pouvons poser aujourd'hui, avec l'aide des aînés qui sont encore vivants. C'est ça aussi notre chance, qui pourront également nous comprendre et nous aider pour que nous puissions poser des pas qui soient à l'avantage de tous les Togolais. Et c'est pour cela que vous avez vu, nous avons commencé par initier une campagne que nous avons d'autres aspects, notamment par exemple, je profite pour vous le dire, après cette campagne, nous avons cette problématique des travail de tous les travailleurs au Togo, à qui un jour on a enlevé le droit de recevoir accorder les primes du départ à la retraite. Vous savez, vous ne pouvez pas servir l'administration publique. Donc ce n'est pas seulement la politique, mais il y a le social, oui, il y a tous les volets. Par exemple, dès que nous allons terminer cette histoire, nous allons attaquer cette question. Il faut que la loi
Parce que tout le travail, vous ne pouvez pas servir la République pendant 30 ans, vous allez à la retraite et vous n'avez pas les indemnités de prime de la retraite. Donc nous avons, et puis plein d'autres choses. Donc les sentinelles de la République, nous allons le faire avec beaucoup d'autres associations de la société civile et également des formations politiques qui voudraient bien nous accompagner. On va revenir sur votre campagne 75-20-20. Qu'est-ce que ça dit concrètement? Oui, alors vous savez que comme je l'ai dit tout à l'heure, le chef de l'État actuel, M. Faure Gnassingbé, d'ici 2020, va faire 15 ans du pouvoir. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il a plus ou moins séduit. En tout cas, quand je dis il a séduit, nous avons été dans l'expectative de le voir. Et nous nous sommes rendus compte que plus le temps passe, finalement, ses attitudes démontrent véritablement qu'il voudrait s'éterniser. Mais quand nous prenons la Constitution, elle lui autorise à continuer. Oui, aux sentinelles de la République, dans les sentinelles de la République, nous ne nous attardons pas sur les aspects, comment dire, juridiques. Vous savez, la politique, c'est aussi l'éthique. Donc, aux sentinelles, chez nous, mouvement les sentinelles de la République, l'alternance politique est pédagogique avant d'être politique. En ce sens que, s'il est vrai que le pouvoir d'État est un bien public, à moins qu'aujourd'hui nos amis de UNI ou que Faure Gnassingbé disent que le pouvoir d'État est un bien privé, parce qu'il faut qu'un juriste il le dise pour que nous puissions comprendre. S'il est vrai que c'est un bien public, ça veut dire que mon concitoyen qui habite aujourd'hui à Djarpana ou qui est, je ne sais pas, dans les Dandjani à Bafilo, son fils pourra demain par le travail le mérite d'être chef de l'État. Alors nous faisons comment aujourd'hui pour que ceux qui sont nés après nous, ceux qui sont au collège et au lycée puissent comprendre qu'au sommet de l'État, avec le travail, on peut être chef de l'État. Si nous ne faisons pas en sorte que les gens, dans le mental collectif des Togolais, puissent comprendre que ce n'est pas une histoire d'une famille, et que ce n'est pas le pouvoir d'État, ce n'est pas seulement un bien pour un groupuscule d'individus, vous aurez bloqué à la base cet élan de travailler pour devenir chef de l'État. C'est pour cela que je dis que l'alternance politique est pédagogique avant d'être politique. Il faut enseigner cela aux enfants. Il faut l'enseigner parce que le fait qu'au sommet de l'État, on fasse en sorte que d'autres personnes viennent, qu'elles ne soient pas de la même famille, que de la même formation politique, est une émulation. C'est comme quand vous êtes vous travaillez aujourd'hui, parlementaire, ainsi de suite. Et donc nous ne faisons pas trop ce débat. Et ça, sur ça aussi, pour ne pas perdre le temps, nous savons comment notre constitution est devenue aussi comme ça. Et donc, qu'est-ce que Faure Gnassingbé lui-même laisse à la postérité si aujourd'hui il est au pouvoir par le fait que son papa a modifié la constitution et qu'il voudrait rester au pouvoir à vie? Non, il ne voulait pas rester au pouvoir à vie, mais il y a les élections, ce sont les élections qui l'érigent en tant que président. C'est ce que je dis. J'ai dit, il est venu au pouvoir, ça va faire 15 ans bientôt. Oui. Qu'est-ce que Faure Gnassingbé, en dehors du fait qu'il a pris le pouvoir dans les conditions que tout le monde connaît, et qui est resté dans le mental collectif des Togolais, puisqu'il a pris le pouvoir dans le sens, tout le monde le connaît. On sait combien de fois, comment il s'est représenté. Qu'est-ce qu'il peut laisser à postérité de bien si Faure Gnassingbé ne fait pas en sorte que les Togolais, les jeunes, parce que si vous voulez, je peux vous démontrer rapidement. Vous savez, quand Faure Gnassingbé a pris le pouvoir, tous ceux qui étaient au CM2, tous ceux qui avaient 5 ans, ceux qui avaient été nés en 2005, quand Faure Gnassingbé a pris le pouvoir, sont en classe de troisième. Non, bon, oui, bon. S'ils sont nés en 2005, bébé, quand ils sont en classe de 5e, aujourd'hui. Ceux qui sont nés en 2005 sont en classe de 5e. Ceux qui avaient 5 ans, quand lui prenait le pouvoir, sont en classe de première ou en terminale. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir ce que ça vous traite. Donc, celui qui est né, qui a vu Faure Gnassingbé 0, il est maintenant en classe de 5e. Si Faure Gnassingbé devait rester au pouvoir jusqu'à ce que lui n'ait le bac, quelle conception vous voulez qu'il ait du pouvoir d'État? Vous voyez, non? Donc, je ne sais pas si lui-même, personnellement, en tant que citoyen, il fait ce calcul-là. Est-ce qu'il comprend ce que ça voudrait dire? Donc, c'est pour cela que nous souhaitons que l'alternance soit de mise. Pas forcément de façon belliqueuse, parce que nous voulons que quelqu'un parte. Vous voyez, non? Donc, il faut le faire. Parce que dans les gènes de Faure Gnassingbé actuellement, moi j'aimerais surtout personne ne peut aujourd'hui me dire qu'il n'a pas la volonté de s'éterniser. J'aurais eu la chance, on me dira que c'est parce que je ne suis pas à la tête de l'État que j'aurais eu la chance, je ferai en sorte que la postérité retienne. Donc nous souhaitons que le chef de l'État aujourd'hui fasse en sorte effectivement que tous les jeunes qui sont là, les collégiens, les lycéens comprennent véritablement qu'il ne fait pas du pouvoir d'État un bien privé. Vous voyez. Mais au-delà de ce désir, il faut faire en sorte que
Si demain, lui-même, le chef de l'État, lui-même, décidait même de quitter le pouvoir, il quitte le pouvoir comment? Il quitte le pouvoir comment? Alors, dans notre constitution avait toujours prévu qu'il y ait une loi qui fasse en sorte qu'après, qui réglemente, qui fasse en sorte qu'après la vie, après le pouvoir, qu'il y ait une vie après le pouvoir. Donc tous les chefs d'État qui vont passer, après qu'ils aient quitté le pouvoir, il faut une loi pour déterminer comment ils vont être. Ça n'a jamais été le cas. Donc la loi là n'existe pas. La loi n'existe pas, mais la Constitution l'a prévu. Prévu. Lorsque tous les compatriotes, y compris nous-mêmes, souhaitons que le chef de l'État actuel aille à la retraite politique. Si demain, à supposer que nous avons demain, et nous le souhaitons, parce que nous souhaitons que l'actuel chef d'État, supposons qu'il quitte le pouvoir et qu'il soit en vie. Il ne faut pas que les gens voient dans cette loi les aspects pique-niques. C'est-à-dire qu'on va accorder à Faure Gnassingbé, il va être dans les avions, il va voyager, s'il est malade, tout ça. Non. Cette loi aussi fera obligation. Parce que s'il est ancien chef de l'État, il a pris la retraite, et que demain, il y a des choses qui concernent le pays, on a besoin qu'il vienne pour donner des informations ou pour qu'il puisse venir dénouer les choses. Parce qu'entre-temps, il était chef de l'État. Qu'est-ce qui le fait obligation? Qu'est-ce qui le ramène? Sur quelle base vous voulez qu'il vienne? Qui vous dit que sur ce plan, c'est pas parce qu'il a quitté le pouvoir, puisqu'il n'y a aucun test qui l'oblige à revenir. Est-ce qu'il ne vous fera pas le chantage? Mais il ne faut pas seulement voir. Donc, moi, j'explique ça tout simplement par rapport à... Donc, parce que après, quand nous avons commencé la campagne, les gens, parce que nous avions proposé ça pour faire le bonheur de nous avons dit tous les chefs d'État. Mais mieux, vous laissez tomber M. Jean-Pierre Faure, laissez tomber M. Achatan Tipi, laissez tomber M. Philbert Atusso, les M. Kogé, laissez-les tomber. Qui me dit que demain, mon ami Adjalé, Daniel, je ne serai pas chef de l'État? Qui vous dit que quand je pense, pour ce que, comme tout le monde le dit, les gens disent que je pense aujourd'hui à Faure Gnassingbé quand je propose qu'il y ait le statut d'ancien. Qui vous dit que je ne pense pas à moi en passant à Faure Gnassingbé? Ah, ça c'est évident. Voilà, alors donc si demain, Philbert Atusso devient chef de l'État, il ne faut pas lui laisser, encore qu'il est président de mon parti, ne lui donnez pas la latitude, quand il est au pouvoir, à lui de se tailler une loi, parce qu'il sait qu'il va partir, il se la taille sur mesure. Non, il faut anticiper, justement parce que Faure Gnassingbé n'est pas éternel. Parce que si Fabre ou Tipi prenaient le pouvoir, ils ne sont pas éternels. Il faut faire en sorte que cette loi-là puisse régenter tous les présidents qui vont venir. Chez nous, nous n'avons pas le problème parce qu'on n'a jamais eu d'ancien président. C'est un problème qu'il faut anticiper, il faut résoudre par anticipation. Donc c'est pour cela qu'il faut faire en sorte que le statut d'ancien chef d'État, et au mieux, peut-être que ça pourra aussi encourager, faire en sorte que le chef d'État, parce que demander à quelqu'un est-ce que quelqu'un quitte le pouvoir, c'est une bonne chose, il faut se battre pour ça, mais quand il part, et après, il faut lui garantir. Voilà, c'est comme aujourd'hui nous pensons déjà au niveau de la jeunesse, nous voulons prendre les responsabilités. Il ne s'agit pas de prendre les responsabilités, il ne s'agit pas de prendre le pouvoir quand vous prenez le pouvoir et après. Parce que si vous prenez le pouvoir, vous êtes médiocre que les autres. Le peuple va vous chercher. À travers les urnes. Voilà. Donc voilà un peu la campagne 75-20-20. S'il faut faire un bilan, vous avez lancé la campagne et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à comment, quelle est la réceptivité de cette campagne par rapport au public togolais? Alors vous savez qu'il y a le Togo lui-même dans son entité de Lomé à Saint-Cassis, mais il y a également la diaspora, puisque nous avons nos conseils. Il y a également les chancelleries et tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure que la loi, la Constitution l'a prévu, mais il n'y a jamais eu, ça n'a jamais... Voilà. Donc il faut retourner à l'Assemblée. Voilà, il faut comprendre pourquoi on n'a jamais voté le statut d'ancien chef de l'État. Et ça, nous avons fait ce travail. Nous sommes allés rencontrer des personnalités. Donc, avec tout le respect, je vais prendre la liberté de citer un d'entre eux, notamment Maître Yavi Degri, qui, vous savez, a été de la transition, qui est vivant, qui est un homme engagé jusqu'à. Nous sommes allés et nous avons posé la question de nous expliquer pourquoi. Il nous a donné ses raisons. Parce que nous souhaitons véritablement que cette loi-là puisse revenir. Il fallait comprendre donc pourquoi ça n'a jamais été fait. Vous voyez, non? Puisque maintenant nous nous souhaitons. Mais au-delà de cette démarche, il fallait d'abord faire en sorte que le peuple togolais puisse comprendre qu'il y a un problème comme ça, lié à notre désir de voir le chef de l'État aller à la retraite politique. Donc la campagne 2020 avait donc une méthodologie. Donc quand nous l'avons lancé, il fallait faire en sorte que le débat puisse s'installer au Togo, mais également à l'extérieur.
de ce débat, il fallait recueillir les avis des uns et des autres, aussi bien sur les réseaux sociaux, les journalistes et autres, tout ça. Ça, c'est une première phase. Et ça, sur ce plan, je peux vous dire que nous avons deux types de résultats. Dans l'ensemble, et lorsque nous expliquons, comme je suis en train de le faire, les gens voient le bien fondé. Lorsque les gens ne comprennent pas, ils se disent non, ça c'est pour encore aider les Nyassimbe, nous n'en voulons pas. Donc tous ceux que nous avions, tous ceux qui ont été réfractaires au départ, et nous avons eu la chance de les rencontrer, nous avons débattu sur les réseaux sociaux, ont compris véritablement le bien fondé. Donc au départ, ça a été mitigé. Mais lorsque nous avons accentué pour les choses, tout ça, les gens ont compris véritablement que la loi même peut servir même à leurs propres enfants. C'est pour cela que j'ai dit d'oublier les tipis, les femmes, il faut les oublier. Donc, un certain Yadeleke est devenu bon. Sur quelle base il va quitter le pouvoir. Donc voilà. Donc les gens ont compris finalement, ils ont. Maintenant, cette phase étant, maintenant, encore qu'elle n'est pas totalement, parce qu'il reste à faire le point au niveau de la diaspora, où encore, je ne peux pas vous cacher, beaucoup sont encore dubitatifs en pensant que il faut laisser plutôt l'acteur chef de l'État partir d'abord et après. Voilà. Maintenant, finalement, les gens commencent par comprendre sur la base du fait que, comme je l'ai dit, s'il partait et qu'il est vivant, sur quelle base il peut être une référence, comment vous le ramenez? Si vous avez besoin, par exemple, qu'un ancien chef de l'État vienne à un concert d'un nouveau chef d'État, sur quelle base vous allez le ramener? Donc les gens comprennent effectivement qu'il faut, ce n'est pas seulement les avantages, mais il y a les obligations de l'ancien chef de l'État. Voilà. Est-ce qu'on peut citer le cas de Rawlinso Gana par rapport par exemple, oui, mais nous avons, c'est pour cela que je vais en venir sur ces deux aspects, parce que le Togo aussi, comme je vous l'ai dit, n'a pas d'ancien président de la République jusqu'à présent. Donc, et dans les autres pays, ils ont des anciens présidents. Comment ils sont gérés? Est-ce que le Togo restera comme ça sans ancien président? C'est pour ça que je dis nous voulons anticiper. Donc, mais surtout, avec ceux qui ont dirigé le pays depuis plus de 50 ans, vous en aurez besoin demain. Vous aurez ils connaissent bien les rouages. Voilà. Et donc, c'est un piège il faut anticiper. Parce que la politique aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit que notre passé politique doit pouvoir nous édifier. Il faut anticiper pour faire en sorte que demain, aussi bien ceux qui ont été le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, même le chef de l'État, même les généraux qui ont dirigé les états-majors demain, il faut faire en sorte que demain, dans la reconstruction du pays, ils deviennent des conseillers. Ben voilà, il faut que quand vous avez besoin d'eux, ils puissent être là. Donc il faut faire attention, parce que nous voulons, évidemment. Donc voilà, sur cette partie-là, nous venons donc de la boucler. Nous avions amorcé une seconde phase. La seconde phase a consisté à rencontrer les leaders d'opinion des associations de la société civile. Parce qu'il fallait les expliquer. Nous seuls, on ne pouvait pas réussir. Ce travail aussi a été fait. Mais la loi que nous voulons, nous ne sommes pas des députés, nous. Mais nous voulons que la loi puisse aller à l'Assemblée. Donc vous comprenez que d'abord, il faut l'élaborer, cette loi. Donc nous sommes donc dans la troisième phase actuellement, avec de bonnes volontés. Donc il y en a à qui nous avons écrit, donc que ce soit à la présidente de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions, des groupes parlementaires oui. de notre Assemblée nationale, les députés qui sont disparates, qui peuvent véritablement aider aussi bien qui sont à l'Assemblée. Afin que cette loi puisse trouver... Nous les avons écrits, mais au-delà de ces députés, ceux qui sont à l'Assemblée, nous avons écrit, nous attendons qu'on nous reçoive, mais nous avons aussi écrit à des constitutionnalistes qui sont dans notre pays, qui doivent nous recevoir, nous aider à l'élaboration de cette loi. Et non seulement l'élaboration, mais qui doivent nous accompagner. Mais tout ça là ayant été fait, il faut des députés qui vont amener la loi à l'Assemblée. Et il y en a, ceux que nous avons, donc je crois déjà m'a dit, il y en a, ceux que nous avons ciblés, certains vont nous recevoir déjà. Donc ces députés-là, ce n'est pas à nous. Nous souhaitons véritablement débattre, qu'ils comprennent le bien fondé. Et si nous avons réussi à convaincre et là nous avons choisi 3 grands députés qui sont à l'Assemblée, qui devront défendre donc cette loi. Et au besoin, même si on nous appelle à l'Assemblée, dans les plénières, pour que nous puissions venir défendre avec l'aide de ces juristes, nous allons être là pour que ça puisse être fait. Donc voilà la phase sur laquelle nous sommes actuellement. Et nous espérons d'ici là, nos amis de la diaspora finalement compris qu'il faut le faire parce que c'est pour le bien de tous les Togolais. Donc voilà ce que nous souhaitons faire. Et une loi qui va être votée au Togo, nous espérons avant que l'Assemblée nationale puisse parler. Surtout que l'actuel président de l'Assemblée nationale a dit qu'il faudra, avant qu'il ne parte, faire quelque chose de bien pour ce pays. Même si aujourd'hui les gens pensent
que cette loi va servir à Faure Gnassingbé, demain les gens comprendront qu'elle ne servira pas seulement qu'à Faure. Et je doute même fort que ça serve véritablement plus à Faure Gnassingbé qu'à nous qui souhaitons demain prendre sa place. Et je rappelle que les députés seront en fin de leur mandat en juillet, ou en juin ou bien en juillet. Mais au moment où votre campagne poursuit son bonhomme de chemin depuis le 19 février, bon, nos acteurs ont décidé, les acteurs politiques ont décidé de se retrouver sur une table et autour d'une table et débattre des questions politiques, d'où le dialogue sous l'égide d'un facilitateur. Au niveau du mouvement Sentinelle de la République, comment voyez-vous ce dialogue? Oui, bon, je suis un peu gêné, en ce sens que la question a été adressée au niveau des Sentinelles de la République. Mais en même temps, oui, membre du C14. Voilà, ouais, voilà. Bon, non, enfin, les Sentinelles ne sont pas membres du C14. Mais en tant qu'individu, monsieur Diarra Sossou, en tant que membre des Sentinelles de la République et membre de Togo, membre de la coalition. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, cette précision a été faite, je suis plus à l'aise. Donc, en ce qui concerne le dialogue lui-même, je voudrais donc quitter momentanément les Sentinelles de la République pour me retrouver dans la peau du secrétaire national chargé des relations publiques au parti politique de Togo. Vous savez, nous, notre parti n'a jamais cru au dialogue, à ce dialogue. Pourquoi? Nous avions expliqué clairement. Vous savez, d'abord, avant le dialogue, nous avions exprimé ça clairement. Que ce soit par l'intermédiaire de mon chef de parti et moi-même, à travers les médias, j'ai dit clairement, et le président Philbert l'a dit, que nous, au parti Togo, autrement, nous ne croyons pas. Mais comme nous sommes dans la coalition, nous sommes solidaires. Pourquoi nous le disons? Vous savez, tout le monde l'a dit, nous sommes 27e dialogue, tout ça. Pour nous, avec ce régime, le régime actuel, vous m'excusez de vous le dire aujourd'hui comme ça, par rapport à notre parti, c'est deux choses. C'est deux choses. C'est deux choses. Si nous devons être deux choses. Ou bien, nous disons, nous mobilisons tel que nous avons mobilisé sur toute l'étendue du territoire. C'est un choix à faire. Hein. Et nous allons aux élections. Et vous me suivez très bien. Oui, je suis votre regard. Nous allons aux élections. Progressivement, nous nous préparons à 2020 par rapport aux élections. Oui. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que nous sommes restés persuadés que ce régime ne peut plus gagner les élections. Ce n'est pas possible. Avec la mobilisation que nous avons faite de Lomé à Sécassé, ça va être difficile. Mais vous oubliez que le parti UNIR aussi a ses membres de Lomé jusqu'à Sécassé. Non, ça va tout le monde au Togo, nous savons que c'est pour cela que je dis je ne vais pas faire le débat du passé politique. Nous savons comment le régime a toujours fait les hold-up électoraux dans notre pays. Le mot n'est pas trop fort. Le régime a toujours pris, même s'ils n'ont pas eu prêt. Donc aujourd'hui, ce qui nous incombe, c'est de minimiser la fraude. Aujourd'hui, nous avons la capacité de minimiser la fraude. Ça, je peux vous assurer. Mais nous avons un problème. Le problème, c'est l'achat des consciences. Vous savez, le régime a fait en sorte que la gestion du pays soit opaque pour phagocyter l'économie et acheter les consciences au période électoral. Nous sommes en politique, tout est possible. Oui, alors donc, c'est la plus grande difficulté qu'au sein de la coalition, nous aurons à faire face. Mais je peux vous assurer que ce régime ne peut pas gagner les élections. Au mieux, pourquoi je dis, j'ai présenté cette même option. Ça voudrait dire que si nous faisons l'option de nous indigner une fois pour toutes, 2020 sera une opportunité. Vous mobilisez les concitoyens, nous allons démontrer à partir des élections futures jusqu'à la présidentielle. Et si ce régime décidait de faire un hold-up en 2020, le peuple togolais devra dire une fois de bon non. À partir de cet instant, nous avons un alibi. Si nous ne voulons pas passer par ce chemin, deuxième option, nous restons dans la rue. Je vous présente l'idéologie. Je ne demande pas à quelqu'un de jeudi avec ce régime. Parce que nous ne croyons pas au dialogue. Parce que le dialogue... Donc d'abord, vous croyez aux urnes. Donc on peut changer ce régime en allant aux urnes. Oui, nous disons les membres de Togo autrement. Voilà. La situation telle qu'elle s'est présentée, vous savez,
pendant des années, il y a un verrou qui avait été, qui a été sauté avec l'effort du PNP. Vous savez, pendant des années, la population du Nord, dont, vous m'excusez, moi-même je suis issu, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, je suis né à ce collège crédit à Pays-Cabier. Donc, pendant des années, quand vous êtes là-bas, on vous dit non, les gens du Sud, pas d'Ara, si vous ne comprenez pas le côté d'Ara, c'est les gens des cocoterets. Si vous votez, ils seront contre nous. Et ça, ce message est resté dans la conscience de beaucoup de gens. Avec le travail d'Atchadam, ce verrou est sauté. Vous savez, aujourd'hui au Nord, vous ne pouvez plus dire Atchadam n'est pas un nom du Sud. Vous comprenez? Il est du centre. Voilà. Attends. Voilà, vous ne pouvez. Quel discours ils vont tenir aujourd'hui? Pourquoi il est actuellement pourchassé? Qu'on le laisse librement, qu'il rentre et que la coalition se mette en branle. On verra si ce régime va le gagner. Mais d'après les autorités, Atchadam n'a pas poursuivi. Ça, je ne veux même pas faire ce que. Mais je dis que ce régime ne peut pas gagner les élections. Et donc, nous avons la capacité, en 2020, de préparer ce que les gens souhaitent aujourd'hui, en 2020. Si les gens peuvent me comprendre en petit mot. Mais ou bien, comme nous le disons, nous restons dans la rue, il ne faut plus faire ces erreurs-là. Les erreurs qui consistent à dire non, nous avons la rue, on nous dit de laisser tomber la rue et d'aller négocier, ce n'est pas possible, c'est notre seule arme. Donc le dialogue pour vous, c'est une perte de temps? C'est une perte de temps. Nous l'avions dit au Togo autrement. Nous, au Togo autrement, le dialogue, nous savons que le régime ne donnera rien. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer Maître Aboibor, que je salue de passage, qui, vous savez, c'est un fervent croyant, qui pense qu'il ne faut pas désespérer et qu'avec le dialogue, on peut s'en sortir. Parce qu'il a organisé un forum où j'étais présent, il continue par croire. Encore que vous êtes en face des gens qui, eux, ne sont pas dans votre option. Parce que quand Maître Aboibor dit il faut dialoguer, mais le régime n'est pas dans le dialogue. Le régime, tout ce qu'il faut faire pour conserver le pouvoir, c'est ce qu'il fait. Non, mais le régime est dans le dialogue. Non, le régime n'est pas la sortie médiatique du ministre Bouara a confirmé que le régime opte pour ce dialogue ou une sortie de crise. Vous m'étendez la perche pour parler du ministre Bouara. Vous savez que le ministre Bouara a dit tout récemment qu'il faut tirer toutes les conséquences. Et bien sûr, quand vous retournez dans la rue parce que vous avez déserté le dialogue. Oui, mais moi je suis heureux même que le ministre Bouara ait dit ça personnellement. Hein. Parce que nous, c'est ça, il faut que le peuple togolais tire toutes les... Parce qu'avec ce régime-là, le dialogue, c'est une perte de temps. Je le dis et je le répète. Ou nous nous organisons, nous restons dans les rues. Et jusqu'à quand? Jusqu'à obtenir ce que c'est à nous, c'est un choix. Ou nous ne perdons pas de temps avec ce régime. Nous, avec la mobilisation que nous avons, nous préparons 2020. Mais la mobilisation faiblit. Et bon, si nous voyons un peu cette semaine, l'appel n'a pas eu un avis favorable. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Face à un régime qui fait semblant d'être un régime démocratique, une démocratie de façade, alors que toute son attitude, son comportement n'est que le comportement du parti unique dont il voudrait nous ramener, parce que le régime, pour tromper la communauté internationale, faire semblant d'être un régime démocratique. Vous savez, dans quel pays vous voyez, on déploie l'armée, nous sommes dans un même pays, hein, les frères et sœurs, on déploie les militaires. Vous pensez que ni Tété, l'armée au Togo, le régime là allait encore être au pouvoir de façon démocratique, hein? Non, c'est pour assurer la sécurité des paisibles citoyens. Vous savez, en 1998 déjà, c'est le général Seyi Memem qui est sorti pour proclamer, pour faire le hold-up électoral. En 90 au temps du général Yadema. Voilà. Vous savez, ce n'est pas la première fois que notre armée le fait. Aujourd'hui, l'armée est là pour taper, pour faire disparaître sa propre population pour le bien d'un clan. Outre cela, l'armée n'est pas revenue. Quand nous allons aux élections de 2005, aux élections de 2010, aux élections de 2015, l'armée n'était plus intervenue dans les affaires politiques. Mais ce n'est pas cette armée qui, face aux revendications de la population, frappe les gens à travers le pays. Et pourtant, vous savez, cette armée, nous continuons par penser et par croire que ce sont nos frères. Et dans notre croix, notre sacrifice, nous devons tout faire pour leur bien. Parce que l'armée telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle a eu à subir des modifications au niveau professionnel, c'est grâce à l'action de l'opposition.
Vous savez, je vais vous donner un exemple récent. Il a fallu que les mouvements de la C14, avant cela, du PNP le 19, pour que vous voyez, avant ça, vous allez voir, les militaires n'avaient pas des tenues telles que vous voyez. Ils n'avaient pas de tenues. Ce mouvement, quand il s'est déclenché, on a même fait en sorte qu'ils aient un certain nombre d'avantages dont nous ne voulons pas citer ici. N'eût été les mouvements de l'opposition, personne ne le fait. Mais malheureusement, ce que nous ne comprenons pas, nous faisons tout pour le bien de tous les Togolais, mais l'armée elle-même s'est détruite. Elle devient de plus en plus prisonnière d'elle-même en combattant ceux-là qui voudraient que les choses soient bien pour elle-même. C'est ça que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Mais nous continuons par espérer en cette armée-là. Parce qu'elle a besoin de comprendre, de ressembler aux autres armées de la sous-région. Dans tous les pays où la démocratie. Est-ce que les enfants des militaires qui aujourd'hui sortent tapent nos concitoyens, est-ce que leurs enfants ne peuvent pas être des chefs d'État dans notre pays? Est-ce que leurs enfants ne peuvent pas demain être chefs de l'État? Pourquoi ils pensent qu'ils doivent tout le temps servir les intérêts de l'individu? Pourquoi vous êtes en train de dire qu'ils servent les intérêts de l'individu? L'armée est sortie pour assurer la sécurité. Je pense que c'est l'opposition qui défie parce que l'autorisation a été refusée à l'opposition d'organiser des manifestations. Bon, oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand vous voyez une armée qui frappe ses propres concitoyens comme si c'était des étrangers, l'armée qui traite ses propres frères, et Dieu sait, parfois même, après coups et blessures, on se rend compte que soit c'est le cousin à sa femme, soit c'est le petit frère à son ami, tout ça là, ainsi de suite. Mais une telle armée, vous dites qu'elle est sortie pour... Non mais quand une armée sort, ce n'est pas pour frapper, tuer, embrigader, tel qu'on est en train de faire. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ce qui m'étonne, c'est que je comprends pourquoi les militaires aujourd'hui ne comprennent pas, ils ne prennent pas l'exemple de ceux qui ont été là avant eux, notamment le général Tidjani lui-même. Bien avant eux, il y a eu d'autres officiers. Il faut voir comment les gens ont fini. Mais le général Tidjani aussi, vers la fin, bon, oui, on a vu comment il a fini. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, les gens ont servi ce régime-là plus qu'eux-mêmes. On en a vu. Au sein même du régime, les politiciens qui ont servi le régime et qui, à un moment donné, ont souhaité que le régime puisse évoluer dans le mental, vous avez vu comment ils ont fini. Encore que certains tiennent, comme M. Aguillaume, que je salue de passage, qui ont tenu, mais on a vu comment on les a traités. Il y a le cas de Pascal Bodion, on en a vu. On a vu des officiers comme je ne sais pas, le commandant Olivier Ama, qui ils sont à l'extérieur, on a vu. Donc le régime ne va jamais servir leur intérêt. Le régime les utilise pour eux, leur intérêt. Vous ne pouvez pas avoir à parler du pays, de l'État, et qu'une armée qui est censée être une armée républicaine pour tout le monde se positionne pour un seul individu. Jusqu'à quand? Donc nous en appelons donc à cette armée pour qu'elle voie en nous, au même titre qu'elle voit Faure Gnassingbé et la clique qui s'est accaparée de la richesse de tout un pays pour en faire les biens personnels. Il faut que cette armée-là ouvre les yeux pour comprendre que la justice, si elle doit être, elle ne doit pas être de poids, de mesure. On ne peut pas accepter dans notre pays que d'autres personnes puissent s'accaparer du pouvoir d'État et en faire leurs biens personnels, habitants, éternels. C'est inadmissible. Et que si eux, ils n'ont pas d'ambition, leurs enfants qui vont aujourd'hui à l'école peuvent devenir chefs de l'État. Et c'est aujourd'hui qu'il faut penser à ça. Parce que l'histoire retiendra tous ceux qui s'opposent au bien du peuple togolais, tous ceux qui pensent que par les armes achetées par les compatriotes, on peut ces armes pour les tourner contre le peuple lui-même. Vous accusez inutilement l'armée. Non, non, je n'accuse pas l'armée. Moi, je ne fais que... Puisque c'est vous-même qui avez enfreint au règlement du dialogue, le règlement intérieur du dialogue, en voulant retourner dans la rue. Je vous parle d'une armée, depuis 1990, qui s'est toujours illustrée, qui a refusé d'être dans le Conseil des Nations, qui refuse d'être libre et qui veut toujours être esclave. Non, notre armée est enviée sous d'autres cieux. Quand les forces au Mali, dans la sous-région, notre armée est sollicitée. Nous avons besoin, nous, demain, qu'on paie mieux nos militaires que ce qu'on leur donne, les prébendes qu'on leur donne là. Parce que quand ils vont à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils gagnent concrètement? Parce que quand ils vont, je vous ai dit, l'armée, c'est nos frères, nos soeurs, nos oncles qui sont dedans. Quand ils vont, ils reviennent. Par rapport aux autres militaires,
Est-ce qu'ils sont traités? Nous avons besoin. Nous avons besoin que l'armée, les corps de l'armée aient des statuts. Que quand ils sont en mission, qu'ils reviennent. Est-ce que vous savez, vous, quand les militaires meurent sur les fronts, qu'est-ce qui devient de leur famille? Vous savez ça? Pourquoi nous ne défendrons pas demain ces gens? C'est ce que nous souhaitons. Alors donc, vous êtes avec un régime qui vous maltraite, qui vous brime depuis des années, et puis vous pensez que c'est avec eux que vous allez vous en sortir. Nous, de toute façon, au niveau de la C14, la coalition, mais au niveau des organisations de la société civile, nous avons fait un travail pour les 27 ans. Nous savons qu'aujourd'hui, au niveau des universités, au niveau des écoles, des lycées, collèges, les gens n'ont plus le même mental. Vous voyez, non? Si de jour l'armée va vouloir véritablement être républicaine, ce régime-là ne fera même pas une seule seconde au pouvoir. Et de façon démocratique. Parce que si le régime-là veut vraiment, et la première fois qu'ils ont fait, ils ont vu, en 1994, lorsque le général Yadema a décidé que les élections soient transparentes, il a vu ce que, il n'y a pas eu de violence. Mais vous avez vu, l'opposition est sortie majoritaire. Vous voyez, non? Et donc, c'est depuis ce jour-là que le général Yadema a refusé que plus jamais il n'y aura plus de démocratie. Voilà, donc nous sommes là jusqu'à présent. Donc, il n'y a jamais de démocratie au Togo. Il n'y a qu'une façade de démocratie. Et il faut faire en sorte que les concitoyens puissent véritablement se battre pour cela. Donc, je crois que par rapport à la question de l'armée, c'est un travail qu'il faut faire. Nous ne les blâmons pas. Encore que nous savons qu'ils reçoivent des ordres. Nous savons que c'est une minorité au sein de l'armée. Ceux qui, parfois même qu'on habille comme des militaires, qui ne sont même pas des militaires, pour venir. Mais un jour ou l'autre, comme aujourd'hui nous disons non, les militaires c'est nos frères de sang. Un jour ou non, ils doivent pouvoir dire non à l'injustice. Aujourd'hui, le refus de l'opposition à surseoir les manifestations. Sur les réseaux sociaux, nous apprenons qu'il y a un mort à Sokore, encore du sang versé des Togolais. Vous ne pensez pas qu'il faudrait arrêter tout ça et aller de l'avant? Vous savez, très souvent, nos concitoyens, lorsque les gens veulent parler du pays, ont tendance à demander à l'opposition d'arrêter. Comme si dans notre pays, c'est l'opposition qui est violatrice des droits de l'homme. Je veux vous rappeler que vous demandez tous ceux qui sont dans les droits, ils vont vous dire pourquoi les droits de l'homme, il faut défendre les droits de l'homme. C'est l'État qui viole les droits de l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime. Si vous n'êtes pas dans, vous ne pouvez pas avoir... l'État peut venir vous enlever tout de suite. Vous et moi, si on va venir nous enlever. Vous allez vous dire c'est raison d'État. On va vous dire c'est raison d'État. Mais forcément que vous avez fait quelque chose. Oui, mais j'ai dit, encore que si on veut vous enlever, il faut qu'on signifie ce que vous avez fait. Il faut qu'on sache, on dise à vos parents, à vos responsables que vous êtes ici. Vous voyez, ça c'est une... Donc, les gens souvent ont dit que c'est l'opposition n'a qu'à arrêter, l'opposition n'a qu'à arrêter. Mais on ne dit jamais au pouvoir, lui, de considérer l'opposition comme des frères et sœurs qui aussi ont besoin d'aller de l'avant. Donc à chaque fois, c'est à l'opposition dit, arrêtez, ne faites rien, tout ça là. Mais les concessions, c'est l'opposition qui a toujours fait les concessions depuis 1990. C'est l'opposition, c'est sur l'opposition qu'on a toujours tabassé. C'est cette même opposition-là, quand le papa est décédé, vous avez vu comment ça s'est passé. C'est les militaires qui se sont lavés, ils ont donné le pouvoir à un individu en violation flagrante des dispositions. Donc, ce que vous le dites, vous êtes en train de dire, nous sommes d'accord, nous souhaitons aller de l'avant. L'opposition a aussi besoin que les choses aillent de l'avant. Mais dans un dialogue comme celui-ci, vous avez vu toutes les concessions que l'opposition a eu à faire. L'opposition a tout donné. Vous savez que l'opposition, au départ, a parlé de départ immédiat du chef de l'État. L'opposition a accepté de suspendre, et comment l'appelle-t-on, les manifestations. Mais en lieu place, qu'est-ce que le pouvoir a donné à l'opposition aujourd'hui, mes amis? Mais il voulait aussi arrêter le processus électoral. Vous avez vu le pouvoir arrêter le processus électoral. Ils ont libéré également les détenus. Ah bon, vous avez dit qu'ils ont libéré les détenus. Vous avez vu la liste que nous avons produite, vous avez vu combien ils ont libéré. Ça, c'est les apaisements. Le fond des sujets, est-ce que nous avons abordé la question du fond des sujets? Donc, ce que nous disons, je vous ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne, en tout cas la coalition est claire là-dessus. Il n'est inadmissible de permettre à Faure Gnassingbé de s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ça, c'est inadmissible et inconcevable. Faure Gnassingbé ne veut pas s'éterniser au pouvoir. Quand je rappelle de son discours en Allemagne où il a dit mais il faut en démocratie, il faut faire 2 à 3 mandats. Oui, je vous dis que dans le cadre même
de la dignité humaine, nous ne pouvons pas accepter que Faure Gnassingbé s'éternise au pouvoir. Le Togo n'est pas un bien privé ou une propriété d'un seul clan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir peut-être que le pouvoir tue tous les Togolais pour garder le pouvoir. C'est comme ça. Mais quand deux voleurs se battent, il y a forcément un troisième. Larron, dans cette semaine, il y a une sortie médiatique de certains partis de l'opposition, 3 personnes qui sont regroupées en centristes pour redonner la vigueur à la lutte en proposant un mémorandum. Vous avez également eu vent, qu'en dites-vous? Oui, mais vous savez, l'engagement est un mouvement. L'engagement est un mouvement. L'engagement n'est pas statique. Donc, vous avez 2 choix là aussi. Si vous voulez vous engagez, soit pour protéger le peuple assujetti meurtri. Dans l'histoire, vous voyez comment Karl Marx a demandé aux prolétaires de tout le désunir pour se battre comme ça. Ou bien, vous faites un autre choix de l'engagement. L'engagement, c'est de soutenir celui qui assujettit les autres. Vous avez que devoir. Ou vous vous mettez du côté des opprimés, ou vous vous mettez du côté de l'oppresseur. C'est l'engagement. Mais vous ne pouvez pas dire, vous êtes au centre et parler de l'engagement. L'engagement est mouvement. Si vous êtes statique, c'est qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'engagement. En ce qui concerne les partis qui se sont mis ensemble. Il s'agit notamment du PDP de Bassabi Kagbara et du NET CPP de Francis Ekon, voilà. Et du NET de Djiritama. Voilà, donc vous savez que nous avons opté pour la démocratie au Togo, et la démocratie voudrait dire la liberté d'opinion, le pluralisme d'opinion. Sur ce point, je concède que les gens dans notre pays, il faut laisser vraiment chacun pouvoir s'exprimer comme il le veut. Mais vous savez, un parti politique, c'est une idéologie. Vous voyez, le centrisme est une idéologie politique, si vous voulez l'appliquer. Le centrisme est une idéologie politique. Mais c'est de ramener les deux bords à un niveau. Le centrisme n'est pas une opportunité, ce n'est pas de l'opportunisme. Puisque vous n'arrivez pas à vous départir, donc lui, le centrisme, ces partis veulent maintenant vous ramener au centre. Je vous explique idéologiquement parlant. Est-ce que le NET est un parti centriste idéologiquement parlant? Non, je vous explique. Le PDP, allez fouiller voir si... Mais s'il y a un problème au Togo, et du coup les gens se mettent ensemble pour dire qu'ils sont des centristes, il faut que idéologiquement nous comprenions comment. Encore que vous savez, au niveau de la C14, la coalition 14, nous sommes 14 partis politiques, mais nous sommes d'idéologies différentes. Vous comprenez? Nous sommes mis ensemble pour un combat. Ça ne veut pas dire que nous portons la même idéologie. Attention. Donc, en face de nous, vous avez le pouvoir que nous voulons amener à instaurer la démocratie. Mais si un groupe se met, lui, il dit qu'il est au centre, il faut qu'on nous explique par rapport à quoi les gens sont au centre. J'ai déjà dit que sur le plan de la démocratie, ils ont le droit. La liberté d'opinion. Mais si c'est par rapport à la crise, mais s'ils étaient mis ensemble avant, pour dire qu'ils sont des centristes idéologiques, ils se concertaient, on pouvait comprendre. Maintenant, ils se mettent ensemble par rapport à la crise. C'est-à-dire que vous avez la Constitution 14, vous avez le pouvoir, et vous le dites, ils disent qu'ils se sont mis ensemble. Ça, c'est de l'opportunisme. Et ça, il faut qu'on comprenne. Mais vous dites qu'ils ont présenté un mémorandum. Mais vous savez que, moi je ne vais pas aller, vous savez que le Djiritama, entre-temps, lui-même, enfin, le NET, pour ne pas parler d'un individu, le NET lui-même était entre-temps avec l'opposition. Oui, mais je ne sais pas. Avant, il y avait l'arc-en-ciel. Après, ils étaient aussi au Cap. Tout ça, là, il y a eu des problèmes. Après, avec la coalition, le NET. Il était un sympathisant. Il a marché. Bon, maintenant, ils sont dans contrairement au NET, il y a les 2 autres là qui ils ne sont ni dans ce que je viens de jusqu'à maintenant. Et ils sont restés. Mais dans les autres partis, vous avez quand même ces partis-là qui ont aussi soutenu la candidature hier de Faure Gnassingbé. Celui-là qui veut s'éterniser au pouvoir, qui veut faire du pouvoir d'État au Togo un pouvoir à vie. Donc, alors qu'on nous explique c'est quoi ce centrisme-là, nous on ne comprend pas. Mais nous, au niveau de la coalition, nous disons que l'injustice ne peut pas continuer. Parce que l'esclavage, il faut qu'on mette fin à l'esclavage. Vous savez, les Togolais sont des morts ambulants. On ne peut plus nous tuer comme on l'est déjà. Alors donc si des Togolais se mettent ensemble pour dire que bon, c'est l'option, avec cette option-là, qu'ils nous montrent comment
ce monsieur-là qui veut s'éterniser au pouvoir, qui a caporalisé toutes les institutions de l'État, qui s'est accaparé de toutes les richesses de l'État, comment ils pourront réussir à le ramener à la raison? Mais ils ont fait des propositions. Vous avez donc, pour eux, les propositions, il faudrait que la question du mandat du chef de l'État soit débattue à part, pas ensemble avec la question constitutionnelle et la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Oui, oui. Ensuite, il faudrait également que nos députés reprennent un peu bon, il faudrait refaire la constitution, la nouvelle constitution, oui, en se basant sur la C92, l'original. Oui, donc bon, c'est de bonne guerre. Oui, donc pourquoi l'opposition ne peut pas prendre ces propositions et faire corps avec? Mais j'ai dit, tout ce que vous dites là, pourquoi vous voulez que l'opposition parle? Nos amis, nos concitoyens, vous l'avez dit, ils sont 4 ou bien 3. Mais le pouvoir est là. Nous, qu'ils aillent voir le pouvoir et que le pouvoir adopte ce qu'ils ont proposé. Vous savez, nous croyons, nous, au niveau de Togo autrement, nous pensons que le pouvoir là n'acceptera rien. Je ne sais pas, ce n'est pas le langage qu'il faut. Le pouvoir n'acceptera rien. Et donc vous avez mis, vous avez misé sur la présence des chefs de l'État de la CEDEAO pour vous faire entendre ce samedi? Non, la manifestation, l'opposition a commencé la manifestation depuis le 19 août. C'est pas aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que c'est nous, ce n'est pas... Nous pensons même, encore que nous respectons ce qui est en train d'être fait, tout ça là, mais les Togolais sont dans la misère actuellement. Vous savez que les gens vous savez qu'il y a la misère. Mais les leaders de l'opposition ont appelé la population à sortir pour démontrer aux chefs de l'État présents sur notre sol que rien ne va. Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que ces chefs d'État eux-mêmes ne savent pas déjà ce qui se passe? Celui avec qui ils discutent, ils ne savent pas. Est-ce qu'ils ne savent pas que le chef de l'État togolais veut s'éterniser au pouvoir? Il veut faire du Togo, je ne sais pas, un royaume, dans une moindre mesure, où il régnera jusqu'à la fin de sa vie comme son papa. Mais le Togolais ne peut pas accepter. Aujourd'hui, je vous ai dit que, encore que le Togo, le pouvoir prenne la résolution de tuer tous les Togolais, de tous ceux qui ne souhaitent pas cette dictature qu'ils veulent nous imposer, dans le pays où on pense que les autres ne sont rien, ils sont des Togolais entièrement à part, et que eux, c'est à eux que Dieu a donné cette onction de diriger les Togolais jusqu'à Vitamte. Non, ce n'est pas possible. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de la C14, c'est un combat de dignité des hommes qui sont assujettis. Il faut que les gens cessent de nous expliquer les aspects juridiques en disant, mais est-ce qu'en politique, il n'y a pas d'éthique? Comment moi je vois des gens qui sont à l'université qui expliquent en disant, non, mais au Togo, on ne peut pas dire que, on ne peut pas parler du retour de la Constitution, que c'est antidémocratique. Vous avez un peuple qui est assujetti, qui est dans la misère, qui n'a pratiquement rien et qui se bat pour ses libertés. On lui demande non et il ne faut pas qu'il fasse. Mais à côté, ceux-là qui ont tout, on ne leur demande rien. Et M. Sossou, en un mot, voilà. Comment va se résolver maintenant la crise togolaise? À quand la fin de cette crise? Non, vous savez, il y a deux choses. Le pouvoir actuel peut décider. Nous l'avions déjà dit que normalement le dialogue qui s'était ouvert était une opportunité pour l'actuel chef de l'État d'annoncer publiquement, à défaut de le faire au niveau du dialogue, de dire qu'il a enfin compris les Togolais, qu'il ne se présentera pas en 2020. Voilà. Et quand nous disons qu'il ne se représentera pas en 2020, j'ai déjà expliqué que c'est pédagogique avant d'être politique. J'ai dit que c'est éthique avant d'être politique. Voilà. Il ne peut pas rester au pouvoir habitant éternel. Aucun Togolais ne l'acceptera plus. Aucun Togolais. Je vous le dis, vous pouvez le noter. Si Faure Gnassingbé passe en 2020, ce qu'il a fait par la violence, je vais vous le dire, ce qu'il a fait par la violence. C'est possible qu'il ne fera pas la violence. Non, je vous dis que Faure Gnassingbé régnera au Togo après 2020 par la violence. Parce qu'il va nous soumettre comme on soumet les gens au temps de la dictature. Sinon, aucun Togolais ne l'acceptera. Ça, il faut qu'il le retienne. S'il est chef de l'État après 2020, il aura été par la violence, parce qu'aucun Togolais ne l'acceptera. Donc, pour dire, à ce qui concerne on conclut parce qu'on s'en pris par le temps. Oui, pour vous dire que le combat aujourd'hui qui est le nôtre doit être celui de tous les Togolais. Il faut que même ceux qui aujourd'hui continuent par soutenir le pouvoir, comprennent qu'ils n'aident pas ce pouvoir en pensant qu'ils font la cour au pouvoir en leur demandant de rester au pouvoir habitant éternel. Tout ce que nous souhaitons, le dialogue n'est pas fini. Nous avons bon espoir que lorsque le facilitateur reviendra, le pouvoir comprendra véritablement que les Togolais véritablement n'accepteront jamais pas au Togo qu'il soit président à vie. Ça, jamais.
Merci, monsieur Germain Sosoudel, des nôtres dans cette émission Actu 7 sur 7 sur la télévision E47. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs de Thévier de Lomé, je vous dis merci parce que vous avez passé un temps avec nous, vous nous avez écoutés, vous avez forcément tiré quelque chose de tout ce qu'on a dit sur ce plateau. Je vous donne encore rendez-vous le dimanche prochain, même heure, même fréquence. Au revoir.